Contre Sainte-Beuve. La littérature disait Sainte-Beuve n'est pas pour moi distincte ou du moins séparable du reste de l'homme et de l'organisation. On ne saurait s'y prendre de trop de façons et de trop de bouts pour connaître un homme, c'est-à-dire autre chose qu'un pur esprit. Tant qu'on ne sait pas adresser sur un auteur un certain nombre de questions et qu'on n'y a pas répondu, ne fût-ce que pour soi seul et tout bas, on n'est pas sûr de le tenir tout entier, quand même ces questions sembleraient les plus étrangères à la nature de ses écrits. Que pensait-il de la religion? Comment était-il affecté du spectacle de la nature? Comment se comportait-il sur l'article des femmes, sur l'article de l'argent? Était-il riche, pauvre? Quel était son régime, sa manière de vivre journalière? Quel était son vice ou son faible? Aucune réponse à ces questions n'est indifférente pour juger l'auteur d'un livre et le livre lui-même. Si ce livre n'est pas un traité de géométrie pure, si c'est surtout un ouvrage littéraire, c'est-à-dire où il entre de tout. L'œuvre de Sainte-Beuve n'est pas une œuvre profonde. La fameuse méthode, qui en fait selon Taine, selon Paul Bourget et tant d'autres, le maître inégalable de la critique du 19e siècle, cette méthode, qui consiste à ne pas séparer l'homme et l'œuvre, à considérer qu'il n'est pas indifférent pour juger l'auteur d'un livre, si ce livre n'est pas un traité de géométrie pure, d'avoir d'abord répondu aux questions qui paraissent les plus étrangères à son œuvre, comment se comportait-il, etc., à s'entourer de tous les renseignements possibles sur un écrivain, à collationner ses correspondances, à interroger les hommes qui l'ont connu, en causant avec eux s'ils vivent encore, en lisant ce qu'ils ont pu écrire sur lui s'ils sont morts. Cette méthode méconnaît ce qu'une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous apprend, qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. Rien ne peut nous dispenser de cet effort de notre cœur. Cette vérité, il faut la faire de toutes pièces, et il est trop facile de croire qu'elle nous arrivera, un beau matin, dans un courrier, sous forme d'une lettre inédite, qu'un bibliothécaire de nos amis nous communiquera, ou que nous la recueillerons de la bouche de quelqu'un qui a beaucoup connu l'auteur, parlant de la grande admiration qu'inspire à plusieurs écrivains de la nouvelle génération l'œuvre de Stendhal. Sainte-Beuve disait qu'ils me permettent de leur dire que j'ai jaugé au net de cet esprit assez compliqué et sans rien exagérer dans aucun sens. J'en reviendrai toujours de préférence, indépendamment de mes propres impressions et souvenirs, à ce que m'en diront ceux qui l'ont connu en ses bonnes années et à ses origines, à ce qu'en diront M. Mérimée, M. Ampère, à ce que m'en dirait Jacquemont s'il vivait, ceux, en un mot, qui l'ont beaucoup vu et goûté sous sa forme première. Pourquoi cela? Au point le fait d'avoir... Pardonnez. Pourquoi cela? En quoi le fait d'avoir été l'ami de Stendhal permettait-il de le mieux juger? Le moi qui produit les œuvres est offusqué de ses camarades par l'autre, qui peut être très inférieur au moi extérieur de beaucoup de gens. Du reste, la meilleure preuve en est que Sainte-Beuve, ayant connu Stendhal, ayant recueilli auprès de M. Mérimée, de M. Ampère, tous les renseignements qu'il pouvait, s'était muni, en un mot, de tout ce qui permet, selon lui, aux critiques de juger plus exactement un livre, à juger Stendhal de la façon suivante. Je viens de relire ou d'essayer de... Je viens de le relire. Je viens de relire ou d'essayer les romans de Stendhal. Ils sont franchement détestables. Il y revient d'ailleurs, où il reconnaît que Le Rouge et le Noir, intitulé ainsi, on ne sait trop pourquoi, et par un emblème qu'il faut deviner, a du moins de l'action. Le premier volume a de l'intérêt malgré la manière.
et les invraisemblances. Il y a là une idée. Bale avait, pour ce commencement du roman, un exemple précis, mais surtout dans quelqu'un de sa connaissance, et tant qu'il s'y est tenu, il a pu paraître vrai. La prompte introduction de ce jeune homme timide dans ce monde pour lequel il n'a pas été élevé, etc. Tout cela est bien rendu, ou du moins le serait si l'auteur, etc. Ce ne sont pas des êtres vivants, mais des automates ingénieusement construits. Dans les nouvelles qui ont des sujets italiens, il a mieux réussi. La Chartreuse de Parme est de tous les romans de Bale, celui qui a donné à quelques personnes la plus grande idée de son talent dans ce genre. On voit combien je suis à l'égard de la Chartreuse de Bale, loin de partager l'enthousiasme de M. Balzac. Quand on a lu cela, on revient tout naturellement, il me semble, au genre français, etc. On demande une part de raison, etc., telle que l'offre l'histoire des fiancés de Manzoni, tout beau roman de Walter Scott, ou une adorable et vraiment simple nouvelle de Xavier Mestre. Le reste n'est que l'œuvre d'un homme d'esprit. Et cela finit par ces deux paroles. En critiquant ainsi, avec quelque franchise, les romans de Bale, je suis loin de le blâmer de les avoir écrits. Ces romans sont ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas vulgaires. Ils sont, comme sa critique, surtout à l'usage de ceux qui en font. Et ces mots par lesquels l'étude finit, Bale avait, au fond, une droiture et une sûreté, Bale avait, au fond, une droiture et une sûreté dans les rapports intimes qu'il ne faut jamais oublier de reconnaître quand on lui a dit d'ailleurs ces vérités. Tout compte fait, ce Bale, un brave homme, ce n'était peut-être pas la peine de rencontrer si souvent à dîner à l'Académie M. Mérimée, de tant faire parler M. Imbert pour arriver à ce résultat, et quand on a lu cela, on est moins inquiet que Sainte-Beuve en pensant que viendront de nouvelles générations. Paresse, avec une heure de lecture sans renseignement, en eût fait plus que vous. Je ne dis pas que tout ce qu'il dit de Stendhal soit faux, mais quand on se rappelle sur quel ton d'enthousiasme il parle des nouvelles de M. Gasparin ou Toffer, il est bien clair que si tous les ouvrages du 19e siècle avaient brûlé, sauf les lundis, et que ce soit dans les lundis que nous dussions nous faire une idée des rangs des écrivains du 19e siècle, Stendhal nous apparaîtrait inférieur à Charles de Bernard, à Vinet, à Molé, à Madame de Vandelin, à Ramon, à Sénac, de Mélan, à Vic d'Azir, à combien d'autres, et assez indistinct, à vrai dire, entre Dalton Shea et Jacquemont. Je montrerai d'ailleurs qu'il en a été de même à l'égard de presque tous ses contemporains vraiment originaux. Beau succès pour un homme qui assignait pour tout rôle à la critique de désigner ses grands contemporains. Et là, il n'avait pas, pour l'égarer, les rancunes qu'il nourrissait comme d'autres écrivains. 4 pages, tabarnak.